on va prendre les voitures. Ça va, on verra vers quoi on revient si. Alors, les voitures, sujet d'actu. Est-ce qu'il manque une option ici? Je vous partage un séminaire que j'ai fait justement chez Febrabel il y a 3-4 mois sur les voitures, s'il veut bien démarrer. Il ne veut pas démarrer. Ah, voilà. Donc, la grande question des voitures actuellement, faut savoir que on a une réforme qui a vu le jour en août 2021 sur la fiscalité des voitures. A priori, notre fiscalité des voitures est plus ou moins stable jusqu'en 2030. On verra si le gouvernement respecte ce qu'il a dit par rapport à ça. J'ai pas de boule de cristal, donc vous dire exactement quels seront les changements. Je peux vous les communiquer, tous ceux qui sont connus aujourd'hui, vous dire quelle voiture vous devez acheter. On va essayer de s'approcher le plus possible de la réponse, mais chaque cas est particulier comme d'habitude. On va aborder la problématique des bornes de recharge et éventuellement des panneaux photovoltaïques sur la maison. Le budget mobilité pour ceux qui ont du personnel, ça on passera peut-être vite en revue, mais ce n'est pas ce qui vous concerne le plus. Donc, quel est l'objectif du gouvernement? Je ne sais pas si c'est un objectif caché ou autre, mais c'est réduire les émissions de CO2 des voitures, du parc automobile. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui retenir? C'est que toute la fiscalité des voitures va changer. Et de quoi on va tenir compte justement pour savoir si on est dans un ancien, si on reste dans le système actuel ou qu'on passe dans le nouveau système, c'est la date du bon de commande ou de la signature du contrat de leasing. Donc, toutes les dates que je vais vous donner, c'est toujours date de signature du bon de commande. Même si vous êtes livré 2 ans plus tard, c'est pas grave, c'est la date de signature du bon de commande. Le budget mobilité, on verra après. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vite fait, taux de déductibilité des voitures, ça c'est les avantages en société, avantages en nature en société. Donc il y a 2 choses. Sur les voitures, vous êtes toujours pénalisé, que ce soit en société ou en personne physique, sur ce qu'on appelle la dépense non admise. Toutes les voitures ont un rejet fiscal, dépense non admise, qui va de 0 à 60%. En fonction du CO2 de la voiture, d'accord? Du CO2, du fait que ce soit une diesel, une essence, une hybride ou une électrique. Ça veut dire que sur la partie rejetée, la société ou la personne physique va payer de l'impôt. Je donne un exemple. Une voiture qui coûte 100, si on a un rejet de 30% de DNA, ça veut dire qu'il y a 30 qui vont être taxés. Si on est en personne physique, on va payer 15 d'impôts dessus, grosso modo, donc 50% de taxation. Et donc la voiture nous aura coûté 115. Par contre, si on est en société, on aura un taux d'imposition sur la DNA de 20%. Et donc sur 30, ça veut dire qu'on paiera 6 d'impôts. Donc ça veut dire que la voiture nous aura coûté 106. Donc déjà, rien que là-dessus, on gagne aussi, dans ma comparaison passage en société, on gagne rien que sur le taux d'imposition de la partie non déductible des voitures. Ça, c'est déjà une chose. On va également, en société, avoir ce qu'on appelle la taxation d'un avantage en nature. Donc, toutes les personnes, tous les dirigeants d'entreprise qui ont une voiture mise à disposition gratuitement de la part de leur société se voient taxés sur un avantage en nature sur lequel ils payent de l'impôt. Cet avantage en nature est fonction aussi des coefficients qui sont là, avec toujours une implication du CO2 et du type de carburant utilisé. Et c'est là-dessus qu'on va voir par la suite un exemple chiffré et qui peut avoir un impact sur ce qu'on appelle le TCO, donc le coût réel du véhicule, tenant compte de la fiscalité qui va derrière. Donc les dates à retenir sont, donc ici dans mon... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Donc les dates à retenir
il y a, à mon sens, deux dates importantes. C'est le 31 décembre 2022, on y est presque, et le 1er juillet 2023, où les règles vont changer. Alors, la principale date à retenir, c'est le 1er juillet 2023, où toute la fiscalité des voitures va changer à ce moment-là. Et on va avoir des taux de déduction des véhicules qui va diminuer au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps. Donc, c'est-à-dire que toutes les voitures acquises avant le 1er juillet 2023 vont rester ad vitam aeternam dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, si on a une voiture aujourd'hui qui est déductible à 70%, si on ne change pas de voiture, elle restera déductible à 70% jusqu'à quand vous la vendrez. D'accord ? Donc, ça veut dire que toutes les voitures acquises avant le 1er juillet 2023 vont continuer à se voir appliquer la même législation qu'aujourd'hui, même après 2024, à savoir en 2025-26. Par contre, tous les véhicules qui vont être achetés après le 1er juillet 2023, ils vont commencer à subir une fiscalité qui va être de moins en moins avantageuse et où la partie de l'avantage en nature va augmenter au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, donc plus d'avantages en nature, donc plus fortement taxés, et une dépense non admise qui va être de plus en plus lourde, et donc vous allez avoir un double effet, une taxation non seulement sur l'avantage en nature, mais également une taxation sur la DNA qui va être de plus en plus importante. Alors, après le 1er janvier 2026, taux de déductibilité des voitures acquises, donc on est sur les moteurs à combustion, donc c'est-à-dire essence ou diesel, plus de déductibilité possible. Donc date à retenir pour les voitures à essence ou à diesel. Jusqu'au 1er juillet 2023, pas de stress, les voitures que vous achetez jusqu'au 1er juillet 2023 ou que vous commandez continueront avoir le même impact fiscal. Les voitures entre le 1er juillet 2023, achetées entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025, subiront une taxation de plus en plus importante, donc une déductibilité dégressive. Et toutes les voitures avec moteur à combustion achetées à partir de 2026 ne pourront plus être déductibles. Aussi simple que ça. Oui. J'ai une petite question, parce que moi je viens d'acheter une voiture le mois passé, et on m'a dit que je ne pourrais la déduire qu'à 50%. Alors, il y a deux choses. Vous êtes en personne physique ? Oui. Alors, il y a la déductibilité fiscale et la déductibilité en termes d'utilisation professionnelle. C'est deux choses différentes. Donc si vous faites, 50 000 km par an, 25 000 pour le professionnel et 25 000 pour le privé, vous ne pourrez déduire la voiture qu'à 50%. Et après, vous appliquerez encore la dépense non admise liée à son CO2. D'accord ? Donc il faut voir ce qu'on vous a dit. Est-ce que c'est déductible à 50% à cause du CO2 ou est-ce que c'est déductible à 50% parce que ce n'est que l'utilité professionnelle de votre véhicule qui n'est que de 50%? À mon avis, à cause du CO2, puisque je n'ai pas émis le pourcentage, puisque mon mari a une voiture de société, Oui. Donc la mienne ne me sert que pour le boulot, puisqu'on part avec la sienne dès qu'on peut. Oui. Alors, à mon avis, c'est que le CO2 est trop élevé, et donc, du coup, elle n'est pas fiscalement intéressante. Il faut savoir que, de mémoire, comme ça, je n'ai pas les taux en tête, mais au-delà de 150, voire 160 grammes de CO2, je crois que c'est 150 grammes, les voitures, en effet, ne sont plus déductibles qu'à 50%. C'est une essence toute neuve, donc voilà, je suis étonnée, mais oui. C'est quoi comme moteur? Bonne question, je ne connais pas du tout la voiture. En gros, aujourd'hui, soit vous achetez une voiture pépère qui a un petit moteur, soit vous achetez une hybride ou une électrique. C'est un petit moteur, oui. Il faut voir le CO2. Okay. Ça me paraît, si c'est... Après, on peut rediscuter de votre voiture et éventuellement de voir ce que c'est. Vous me le direz, je vous dirai si c'est logique ou pas. Mais... Donc, il y a l'utilité professionnelle en tant qu'indépendant, et ça, c'est la quote-part professionnelle qu'on va prendre. Et puis après, ça subira encore une dépense non admise, et là, qui dépend du CO2. Qui ont déjà un véhicule. Donc, il y a une fiscalité donc on peut mettre, mais la voiture a été achetée avant d'être indépendant. Et donc, ma question, c'était de savoir si c'était plus intéressant d'acheter alors une nouvelle voiture
pour rester dans les conditions actuelles avant juillet. Après, chacun choisit ce qu'il veut acheter. Mais donc, le choix, pour moi, ça serait essence, par exemple, pour rester dans les conditions. Est-ce que c'est plus intéressant ou pas au niveau fiscal de le faire en étant complémentaire, ou alors c'est mieux de passer en société, d'acheter, mais quand on est employé et qu'on a un salaire, est-ce que quand on passe en société, du coup, la voiture est déductible, par exemple, à un tiers? Parce que si, par exemple, si on est en 3/4 temps, par exemple, c'est un tiers. Ou alors, est-ce qu'elle est déductible totalement parce qu'on est en indépendant? Ou c'est pareil que quand on est en complémentaire, ça reste en un tiers? Je ne sais pas si j'ai été claire. Alors, la réponse de savoir si vous devez changer ou pas de voiture, c'est une réponse que je ne veux pas savoir vous donner aujourd'hui à quiconque, parce que ça dépend de la situation de chacun. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'intervention de Loïc, c'est qu'il ne faut pas faire des frais pour le plaisir d'en faire. Ça ne sert à rien. Les voitures qui ont été acquises avant le 1er juillet 2023 restent des voitures avec une fiscalité qu'on connaît aujourd'hui, avec éventuellement un impact jusqu'à 50%, mais ça reste plus ou moins acceptable. Plus ou moins, parce qu'à 50%, ça commence à me déplaire, mais à 25-30%, ça dépend un peu de votre voiture. Vous me direz, OK, j'ai un taux de CO2 où j'ai une dépense non admise à 25-30%, je ne vous pousserai pas à changer. Vous me dites, OK, j'ai une DNA, une dépense non admise à 50%, ça m'embête un peu plus. Donc, il faut voir un petit peu le CO2. Après, il faut voir aussi quel âge a votre voiture. Si elle a déjà 5 ans, il faudrait peut-être mieux en changer maintenant plutôt que d'attendre 2 ans pour en changer, parce que la fiscalité aura changé. Par contre, si votre voiture est neuve, ça ne sert à rien. Donc voilà. Alors la question de l'avantage du fait d'être en société et de déduire 100% de la voiture, je dirais qu'on peut déduire 100% de la voiture en société, même si vous êtes en complémentaire. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'avantage en nature qui couvre normalement les déplacements privés. L'administration aujourd'hui ne se positionne pas sur le nombre de déplacements, en tout cas sur l'importance des déplacements, le nombre de kilomètres que vous devez faire. Donc j'ai jamais vu aujourd'hui un contrôleur qui m'embêtait sur le fait de déduire 100% une voiture. Après, sauf si c'est 10%, donc il faut quand même qu'il y ait une certaine utilité professionnelle du véhicule pour pas que ça soit considéré comme des frais déraisonnables. En 5e temps, c'est un peu limite. À mi-temps, ça me paraît défendable. Voilà. Après, tout est question de négociation. Il n'y a pas de règle. L'utilité professionnelle du véhicule en société, c'est une utilité professionnelle à 100%, ça c'est la règle de base, avec un avantage en nature pour l'utilité privée. Maintenant, l'administration peut toujours sortir son article 49 en disant « moi j'estime que ce ne sont pas des frais professionnels ou trop importants » et de requalifier les frais. Pour une voiture, je l'ai rarement vu en société, quand on n'en a qu'une, quand on en a deux, ça arrive plus souvent, mais a priori ça doit passer. Donc, nos voitures, récap, voiture acquise avant le 1er janvier 2023, les règles, donc vous voyez, hein, donc si c'est votre voiture, par exemple, aujourd'hui vous pouvez la déduire à 87,5%, 75% et déductible à 0% à partir de 2026. Et donc on voit clairement, si vous avez 1 000 € de frais de voiture, ben aujourd'hui, un taux de 25% d'impôt, ben grosso modo, elle vous coûtera 1 031,25 €. Pour celle acquise entre le 1er juillet 23 et le 31/12/25, elle vous en coûtera 1 062,50 €. Et en 2026, elle vous en coûtera 1 250 €. C'est le cadeau de Noël de l'année passée. Donc une question. Ma nouvelle voiture arrive le premier trimestre 2023, mais je garde ma voiture actuelle. Est-ce que ma nouvelle voiture peut être déductible à 100% professionnel? Alors, très bonne question. Et oui, en société ou en personne physique? Valérie, en société ou en personne physique, s'il te plaît, ce serait gentil de nous le dire, et alors on reviendra sur ta question juste après. Parce que la réponse va être différente. Voilà, la deuxième question, si tu veux bien. Et ça, est-ce que c'est mieux de prendre une voiture en leasing ou en renting? Et si c'est une voiture hybride, est-ce qu'elle est déductible à 66%? Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cette question-là après aussi? Comme ça, je balaye d'abord les hybrides et les électriques, et puis je reviens sur ces particularités. Donc voilà. Les hybrides.
Alors on est tous d'accord que c'est une hypocrisie fiscale, hein, donc voilà, vous faites 50 km avec un véhicule hybride et il fait 420 chevaux. Donc voilà. Donc c'est pas toujours, écologiquement, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la motivation de notre cher gouvernement. Panamera hybride, pour aller dans les voitures bien coûteuses, déductible à 97,5%, Panamera non hybride, déductible à 40%. Donc voilà, attention au fait que les voitures soient hybrides, il faut respecter 2 règles. La première règle, le rapport poids-puissance, a priori, je n'ai pas encore vu de voiture qui ne la respectait pas. La deuxième règle est un peu plus embêtante. Émission de CO2 de plus de 50 grammes, vous êtes considéré comme une fausse hybride, donc vous passez dans les catégories des voitures à combustion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, cas réel, vous commandez votre voiture, Panamera hybride, vous mettez un toit ouvrant, Panamera hybride, 49 grammes de CO2, vous mettez un toit ouvrant, 51 grammes de CO2. Différence, avantage en nature, Panamera hybride, 4 000 €, avantage en nature d'une Panamera classique, 25 000 €. Vous faites 20 000 € d'impôts en plus par an, rien que par le simple fait d'avoir mis un toit ouvrant sur votre voiture. Donc bien faire attention, les 50 grammes de CO2, c'est les 50 grammes qui sont inscrits sur le certificat conformité et non pas à la DIV. Donc c'est le certificat qui sort avec votre voiture quand elle sort de la chaîne de production. Donc je ne vais pas vous dire de mettre un toit ouvrant après parce que c'est plus embêtant, mais j'aurais tendance à le faire. Donc voilà, donc hybride, petite différence dans les dates. Ce qui est important, c'est le 31 décembre 2022 et non pas le 1er juillet 2023. Pourquoi? Parce que vous verrez que celles qui sont acquises sur les 2 premiers trimestres de 2023, la partie afférente à l'utilisation des frais d'essence et de diesel sera limitée, alors qu'aujourd'hui, c'est limité en fonction du taux de CO2 de la voiture. Donc dans mon exemple, la Panamera hybride, je déduis 97,5% de mon carburant. Si j'achète la même voiture, je pourrais déduire ma voiture à 97,5% toujours si j'achète avant le 30 juin 2023, mais si j'achète après le 1er janvier 2023, je ne pourrai plus déduire mon essence qu'à 50%. C'est la seule petite différence pour les hybrides, sinon les règles, c'est les mêmes règles. 1er juillet 2023, 31/12/2025, on va suivre la fiscalité que j'ai indiquée juste avant. Et pour tous les véhicules acquis après le 1er janvier 2026, on ne pourra plus rien déduire. Ça, c'est très clair. Les voitures électriques, régime actuel, taux de déductibilité 100%. Mais dès l'exercice 2026, on va diminuer progressivement la déductibilité. Donc là, on n'a pas ce focus au 1er juillet 2023. On a un focus au 1er janvier 2026. Et donc là, on verra que les voitures électriques achetées en 2026, à partir de 2026, seront également de moins en moins déductibles. Et là, on voit le tableau clairement des véhicules achetés pour finalement avoir, après 2030, une déductibilité, même des voitures électriques acquises en 2031, qu'à 67,5%. Est-ce que ça vaut la peine du coup d'acheter une voiture assez rapidement, de signer le fameux bon de commande et d'amortir le véhicule sur une durée beaucoup plus longue? Alors, amortir, on ne va pas pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que l'amortissement est fixé par l'administration fiscale. On amortit une voiture sur 5 ans en général, on ne peut pas l'amortir sur plus. Et de toute manière, ça ne serait pas intéressant. Par contre, se dire, OK, j'achète une voiture aujourd'hui, je la garde 10 ans, pourquoi pas? Ça, c'est clair. L'amortissement ne changera rien. On n'aura plus de frais après 5 ans, plus de frais d'acquisition, mais on pourra continuer à déduire les frais d'entretien, le carburant à 100%. Donc, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, la situation elle est telle que si vous devez changer de voiture, faites-le avant le 30 juin 2023, ça c'est sûr et certain. Si vous devez changer de voiture, à mon sens, allez plutôt sur une hybride que sur une voiture à combustion, donc essence ou diesel. Ça, c'est le conseil d'aujourd'hui. Vous verrez après, parce que vous allez me dire, oui, mais l'hybride, ça coûte cher. Vous verrez après que l'hybride ne coûte pas si cher que ça,
que ça quand on regarde vraiment le TCE, donc vraiment le coût total du véhicule tenant compte de la fiscalité. Donc ça, c'est la règle. Donc commandez votre véhicule avant. Pour tous ceux qui ont des véhicules qui ont 3-4 ans, je dirais de faire exactement la même chose. Alors pas si vous faites 5000 km par an, on est bien d'accord, mais à partir du moment où vous roulez quand même 20-25 000 km par an, on sait bien qu'une voiture, on essaye de changer plus ou moins à 100 000. L'idée, c'est de se dire, OK, ben, si vous savez que dans les 2 ans à venir, votre véhicule va atteindre les 100 000 et vous allez devoir en changer, signez le bon de commande maintenant. De toute manière, il faut 1 an pour avoir une voiture, voire 1 an et demi. Donc voilà, le temps de l'avoir, votre véhicule sera actuel, sera je veux dire, utilisé jusqu'à son maximum. Pour tous ceux qui n'ont pas ce besoin de changer de voiture et qui n'ont pas ce besoin dans les 5 ans à venir, on va dire, je ne vois pas l'intérêt nécessairement de se précipiter chez le concessionnaire et de faire des frais. Je veux dire, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous faites 100 € de frais, au maximum, vous allez en récupérer 50 au niveau fiscal. Et donc, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il faut faire des frais pour le plaisir d'en faire. Il faut en faire quand c'est nécessaire, réfléchi. Maintenant, si vous devez changer de voiture dans les 2 ou 3 ans, pour moi, il faut signer le bon de commande au plus tard le 30 juin 2023, ce qui permettra d'avoir une voiture fiscalement intéressante après cette date-là. Et puis voilà, quitte à raccourcir un petit peu, à garder votre voiture actuelle 4 ans au lieu de 5 ans. Voilà. Mais ça, c'est vraiment la règle. Alors, pour répondre justement à la question des renting, leasing ou achat, tout dépend un petit peu de la situation dans laquelle on se trouve. Au final, sur les 5 ans, qu'on a un achat, un leasing ou un renting, la déductibilité va être la même. Pourquoi ? Parce qu'on va déduire l'intégralité du coût du véhicule. La seule différence, c'est la première année. La première année, si vous faites un renting, donc c'est-à-dire que vous achetez un véhicule avec une option d'achat supérieure, donc vous signez un contrat de renting avec une option d'achat supérieure à 15%, ça veut dire que c'est considéré comme une location. Et donc la première année, vous pouvez éventuellement déduire des loyers plus importants, le premier loyer de manière plus importante, et après vous allez étaler. Donc ça peut être intéressant en fin d'année d'avoir un loyer plus important, ce qui permet de diminuer un peu la base imposable. Mais au final, les 4 années suivantes, on déduira un peu moins parce que la première année, on aura déduit plus. Moi, je conseille plutôt des contrats de leasing ou de renting quand on fait beaucoup de kilomètres et quand on a plutôt tendance à vouloir changer de véhicule. Quelqu'un qui fait 5000 km par an, un contrat de leasing sur 5 ans, le véhicule aura 25 000 km. Je ne vois pas l'intérêt de faire un contrat de leasing et d'avoir une option d'achat après 5 ans. Donc voilà, donc ça dépend un petit peu du nombre de kilomètres qu'on fait et ça dépend aussi si on a envie de changer régulièrement de voiture. Moi, j'opterais plutôt aujourd'hui, à l'heure actuelle, plutôt sur des contrats de leasing ou de renting, c'est-à-dire des contrats qui obligent la société de leasing ou de renting de reprendre le véhicule après l'échéance, donc 4-5 ans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même, à mon sens, une petite instabilité fiscale sur ce que vont devenir ces véhicules par la suite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous achetez un véhicule, si aujourd'hui il est 100% déductible parce que vous l'achetez avant le 31 décembre de cette année et que c'est un hybride, vous le revendez dans 5 ans, la personne qui va le racheter aura tout de suite une fiscalité moins intéressante parce qu'il achètera dans 5 ans et dans 5 ans, on sera en 2026 et donc ne pourra plus le déduire à 100%. Donc ça veut dire que vous risquez de vous retrouver avec un véhicule que vous ne saurez peut-être plus vendre. Et donc le fait d'avoir une option d'achat sur la fin vous permet de dire ok, je la lève ou je ne la lève pas. Si je n'ai pas envie de la lever parce que je trouve que le marché de l'occasion n'est pas en faveur de mon véhicule, je laisse au leaser l'obligation de la reprendre et vous repartez sur un autre contrat. Et donc aujourd'hui, vu la fiscalité changeante, et la fiscalité fédérale, on l'a là, mais on a la fiscalité régionale où on annonce quand même des taxes sur les véhicules électriques assez lourdes en Wallonie, parce qu'on parle de taxer non plus sur donc la taxe de circulation non plus sur les chevaux, mais sur base du poids du véhicule, sachant que les hybrides et les électriques pèsent fort lourd. Donc voilà, donc moi j'aurais plutôt tendance à dire aujourd'hui, sauf pour quelqu'un qui ne ferait vraiment pas beaucoup de kilomètres, de partir sur un contrat de leasing ou de renting, non pas pour la déductibilité fiscale, parce que sur la durée, ça ne change pas grand-chose, ça peut être impactant sur le premier loyer, mais après pas, mais surtout pour le fait de ne pas avoir de risque sur la fin, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc voilà. Donc concernant Valérie, Oui. elle est donc indépendante jusque décembre. Et donc si je reprends sa question, la nouvelle voiture arrive au premier trimestre 2023.
mais elle garde sa voiture actuelle. Est-ce que la nouvelle voiture peut être déductible à 100% professionnel? Et elle est indépendante jusqu'à décembre 2022 et après elle passe en société. Donc la nouvelle voiture est achetée par la société. Et donc la question c'est de savoir si elle peut garder la voiture actuelle. La problématique va être la suivante, c'est que si elle passe en société, elle doit vendre la voiture à la société, donc faire un apport de sa voiture, donc elle va se retrouver avec 2 voitures en société. La problématique, c'est la justification des frais. C'est de se dire, ok, est-ce que l'administration ne va pas considérer qu'il y a des frais exagérés dans la société? Pour une seule personne, rouler avec 2 voitures, c'est à mon sens assez compliqué, sauf si on peut prouver justement qu'on a des tournées en ville et donc on a une Smart, et pour des trajets un peu plus longs, on peut éventuellement justifier d'avoir une voiture à essence ou diesel parce qu'on doit aller dans le fin fond des Ardennes. Mais la justification à apporter doit être assez solide parce que l'administration est en train de chasser les sociétés unipersonnelles où il y a 2 voitures, et où même on essaye de rentrer la 2e voiture familiale dedans. L'administration est vraiment pas enclin d'accepter ça aujourd'hui. Et donc faut bien faire attention à la justification. Je pense que sa question, je l'avais déjà vu aussi il y a pas si longtemps que ça, c'est l'inverse. Elle va garder certainement sa voiture à titre privé et mettre une nouvelle voiture en société. Et celle-là, elle voudrait... Alors, dans ce cas-là, si on peut prouver qu'on a une voiture en privé et qu'il n'y a aucun déplacement privé avec la voiture qui est en société, elle sera déductible à 100%. Donc, ça veut dire, non, il n'y aura pas d'avantage en nature, mais elle sera déductible toujours en fonction du CO2. Donc, si on a une voiture avec un CO2, avec une DNA de 30%, elle gardera la DNA de 30%. Par contre, il n'y aura pas d'avantage en nature. Attention, pour ceux qui travaillent en hôpitaux, par exemple, le trajet domicile-lieu de travail est un trajet privé. Donc, le fait d'aller tous les jours au même endroit, c'est un trajet privé. Donc, si on travaille tous les jours au même endroit, c'est un trajet privé. Et attention aussi, quand on joue avec le fait de ne pas avoir d'avantage en nature, de ne pas se faire coincer à la salle de sport par l'administration fiscale avec sa voiture où on n'a pas d'avantage en nature. C'est déjà arrivé, et dans les parages ici à Waterloo, ça arrive relativement souvent. On a des grosses voitures, on joue le jeu, et pas de bol, il y a un contrôleur de l'administration fiscale qui se balade. Et c'est pas, je l'ai déjà vu, et je l'ai déjà vu à Francorchamps, je l'ai déjà vu à pas mal d'endroits. Et ça fait mal parce que le fait de ne pas avoir d'avantage en nature, c'est une rémunération déguisée et vous payez 2 fois le montant de l'avantage en nature en tant qu'amende sur 2 ans, donc ça fait lourd quand même à supporter. Donc quand on le fait, à le faire quand même de manière très réfléchie.